Qui sait ce qui a été l'événement déclencheur des émeutes en Nouvelle-Calédonie, au Kanaki? La loi contre le dégel, la loi sur les dégels. Okay. Le mot émeute est dérangeant. Parce qu'à connotation, ça voudrait dire que les personnes qui se rebellent pour leur liberté sont des émeutiers. Oui. Alors que ce n'est pas du tout ça, c'est plutôt des gens qui, une répression. Qui ont le droit de vivre et de revendiquer leur dignité. Donc je pense qu'on devrait changer le mot émeute et plutôt manifestation sociale, mobilisation sociale, mais émeute c'est très connoté. Et donc, pardon? C'est ça. Et vous savez combien il y a de personnes qui sont descendues dans la rue? Non, dites non. Okay. À peu près 8000. 8000. On estime qu'il y a 8000 personnes qui sont... Alors, excusez-moi pour le terme émeutier, c'est parce qu'il est souvent évoqué. Donc il y a 8000 personnes comme ça qui sont descendues dans les rues, et j'ai fait le calcul en proportion de la population française, par exemple. C'est l'équivalent de 1,8 million de personnes. Voilà. Donc ce qui nous interroge, c'est comment on fait pour en arriver là, en fait. En arriver là, alors on parlait des événements, excusez-moi si je n'ai pas les bons termes, mais des événements, ce que ça nous fait, c'est juste pour vous donner une idée des conséquences. Bon, ce qui s'est passé, on estime que les destructions, etc., sont évaluées à plus de 2 milliards d'euros. Voilà, et que pour relever le territoire, il faudrait à peu près 4 milliards d'euros maintenant. C'est juste pour vous donner l'ampleur de ce qui nous arrive, et qu'au fond, on n'est peut-être qu'au début, parce que alors j'ai entendu tous les malheurs des territoires, etc., mais certains parlent d'émeutes de la faim qui devraient arriver, parce que du coup, tous les systèmes en Kanaki se sont effondrés, systèmes sociaux, médecins, etc. Bref, c'est un véritable cataclysme, en fait. Et donc la question, c'est comment on fait pour en arriver là, en fait. Et ben c'est justement parce que, de notre point de vue en tout cas, le droit à la différence dans la République une et indivisible est très compliqué à établir. Et donc je salue la démarche des coutumiers, parce qu'ils ont eu le courage d'affirmer leur droit à la différence, et je dis même leur droit à la souveraineté. Et derrière, alors excusez-moi, je ne vais pas me substituer à l'action du peuple kanak, mais derrière cette affirmation de souveraineté, il y a l'affirmation au droit à une organisation sociale différente, à un système différent. Et c'est là où on se rejoint, parce que, alors évidemment, je ne suis pas colonisé, moi, et du coup, par contre, je revendique aussi un système différent, un modèle de société différent. Donc, quand Priscilla parlait de ces histoires de démocratie océanienne ou occidentale, et d'essayer d'en faire quelque chose de commun, c'est vers l'établissement d'un modèle de société différent. Et effectivement, j'entendais parler d'économie sociale et solidaire. Par exemple, ça, je crois savoir que dans le monde kanak, c'est carrément dans leur ADN, le fait de faire de l'économie sociale et solidaire. Et nous, côté européen, j'allais dire, il y a quand même un certain nombre de personnes qui aimeraient bien que ce genre de système économique s'établisse. Mais, comme vous le constatez tous, il y a des résistances énormes. On est tous face à un État qui a beaucoup de moyens pour être informés, beaucoup de moyens pour influencer, et on est tous en peine vis-à-vis de cette puissance-là. Notamment la désinformation. Alors oui, eux sont capables aussi de désinformer. Voilà, et donc ce qu'on essaye de faire, je ne veux pas trop m'étendre, mais c'est effectivement à travers un certain nombre d'ateliers, j'ai entendu parler d'ateliers participatifs dans certains domaines. Donc nous, on en fait beaucoup, enfin on en fait beaucoup, et on essaye d'en faire beaucoup avec les moyens qu'on a sur le terrain, pour qu'on essaye petit à petit de faire émerger ce qu'on appelle une démocratie directe. Démocratie directe qui résonne, là aussi je parle sous couvert de Jean-Yves, qui résonne avec l'organisation sociale kanak, puisqu'il y a dans leur façon de faire ce qu'on appelle le palabre. Donc en fait, on ne prend pas de décision si on n'atteint pas un consensus.
Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de discussions, etc., etc. Et pour arriver effectivement à un consensus d'ailleurs qui généralement émerge d'un groupe et est porté par un porte-parole, qui est souvent qualifié de chef. Et nous, dans notre culture occidentale, le chef, c'est celui qui décide et qui commande. Eh bien non, dans le monde kanak, le chef, c'est celui qui porte la parole du groupe et qui va la faire circuler. Donc, démocratie directe, façon de fonctionner du monde kanak, il y a, semble-t-il, des connexions importantes et c'est ce qui, finalement, nous amène à travailler ensemble. Alors évidemment, c'est compliqué politiquement en Calédonie puisque c'est très polarisé, hein, soit on est pour, soit on est contre. Le Conseil nous a fait l'honneur de nous inviter à Maré, en langage de là-bas, pour assister à la déclaration de souveraineté des chefferies. Alors évidemment, maintenant je pense que je suis encarté indépendantiste. C'est très compliqué, parce qu'à partir de ce moment-là, vous vous aliénez carrément la moitié de la population, puisque globalement, on estime que entre les loyalistes et les indépendantistes, il y a à peu près 50-50, c'est très caricatural, mais enfin c'est à peu près cette proportion-là. Et voilà, et on est face à ce genre de dilemme, vous êtes soit d'un côté, soit de l'autre, et on se bat pour essayer effectivement de dire, mais il faut peut-être qu'on se cause, et qu'on se comprenne, et qu'on travaille ensemble. Voilà, désolé, j'ai pris un peu de temps. Merci pour votre écoute. Ça a reconnu les peuples déportés, des peuples en fait font partie des peuples européanisés, ont été intégrés en fait dans par exemple le corps électoral. C'est juste par rapport à, est-ce que vous faites partie de cette population-là? Des citoyens? Oui. D'accord, voilà, c'est parce que c'est important dans l'histoire des Kanaks. Voilà, moi je suis arrivé en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, en 71. D'accord. Donc, vous avez le droit de vote. Je vais vous dire à quel point je suis vieux. Et j'ai 3 enfants qui sont nés là-bas. D'accord. Voilà. Et là aussi, je voudrais peut-être dire un mot là-dessus, parce que Jean-Yves n'en a pas parlé, mais comme je disais, on a été invité à la déclaration de souveraineté, ce qui est quand même un acte d'ouverture assez important et symbolique. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'une identité s'affirme qu'elle est exclusive des autres identités. Et c'est bien là la beauté de la démarche, c'est qu'à la fois il y a une affirmation de l'identité, mais en même temps il y a une ouverture vers les autres identités et la capacité de travailler ensemble. Et c'est important parce que là-bas, il y a les Kanaks, le peuple pionnier, il y a les victimes de l'histoire. Je sais parler de la commune. En 1870 voilà, qui ont été envoyés dans les bagnes de Kanaki. Et ils n'avaient rien demandé à personne, ils se sont retrouvés là-bas. Il y a des gens un petit peu comme moi qui sont pas des Caldoches, parce que les Caldoches, c'est ceux qui sont là depuis plusieurs générations. Moi, je suis arrivé en 71, mais en même temps... Désolé, mais j'aurais un peu de mal à me retrouver à vivre en hexagone. Je suis manifestement pas kanak. Et je ne suis pas caldoche non plus. Et pour autant, il faut bien que je trouve ma place quelque part. Et ben voilà, ils ont la gentillesse d'avoir une tradition d'accueil. Il suffit juste, comme on dit, d'être dans le respect et l'humilité et de demander à être accueilli avant de arriver. D'exiger d'être accueilli.